Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, inflexible, le président algérien Abdelaziz Bouteflika confirme qu'il restera président au-delà de la fin officielle de son mandat. Il s'engage à mener une transition harmonieuse. Alors comment le peuple algérien réagit-il à cette annonce? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Au programme également où on est le processus d'intégration régionale sur le continent. Eh bien, le bilan semble mitigé. Si certaines régions ont fait des avancées significatives, d'autres traînent le pas. Et puis, face à la pollution, les opérations bénévoles et spontanées de nettoyage de plages se développent peu à peu. Direction le Gabon en troisième partie d'émission. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, Monsieur Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également Monsieur Sega Goundiam. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Vous êtes consultant et chercheur en sciences politiques. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'était un plaisir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a confirmé qu'il prolongerait son quatrième mandat au-delà de son terme constitutionnel, et ce jusqu'à ce qu'un nouveau scrutin soit organisé. Mais le peuple ne l'entend pas de cette oreille. Les manifestations ont repris de plus belle. On fait le point avec Solange Dubois, on en parle juste après. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'entend pas partir immédiatement. Le chef de l'État a confirmé dans un message ce 18 mars qu'il prolongerait son quatrième mandat au-delà de son terme constitutionnel. Dans une lettre, le président réaffirme le plan présenté le 11 mars dernier, un plan qui prévoit une conférence à l'issue de laquelle sera organisée l'élection de son successeur. Que l'Algérie vive dans un avenir proche, une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération. Tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel, à vos côtés et à votre service. Une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues du pays ce mardi 19 mars pour réclamer le départ du président. Parmi eux, un groupe regroupant les forces de l'opposition et des dirigeants politiques baptisé Coordination nationale pour le changement. Ce collectif, en quelque sorte, il propose donc une feuille de route qui est nouvelle en tenant compte le respect des libertés, bien évidemment la constitution d'un comité de transition, une instance collégiale donc qui sera composée de personnalités politiques et issues de la société civile. Et le gouvernement, pour le moment, n'est pas prêt de reculer d'un centime. Donc, ils sont toujours dans cette position de débat, d'essayer de trouver des solutions, mais Bouteflika est toujours là. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle était initialement programmé ce 18 avril 2019. La campagne officielle, quant à elle, devait débuter ce 25 mars. Une élection désormais reportée pour l'heure. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Alors, messieurs, le président Bouteflika s'engage à mener une transition harmonieuse, une décision qui ne correspond absolument pas aux attentes du peuple qui réclame purement et simplement son départ. C'est donc sans surprise que les manifestations se poursuivent en Algérie. Monsieur Dupuis, est-ce que vous comprenez la stratégie de ce pouvoir algérien ? Peu de gens peuvent la comprendre. D'ailleurs, c'est étonnant que le président Bouteflika lui-même ne comprenne pas ce qui est en train de se passer, non seulement dans la rue, autour de lui. D'ailleurs, le pouvoir algérien est en train de se déliter au fur et à mesure que les manifestations grandissent dans la rue. Le porte-parole du RND, le Rassemblement national pour la démocratie, qui est un parti lige du Front de libération nationale, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, a dit que son parti s'était trompé en accordant la confiance, la prévision de confiance, si j'ose dire, à l'occasion de la candidature de président Bouteflika pour un 5e mandat. Et je pense que la manifestation de vendredi, qui sera symboliquement la quatrième mobilisation dans les rues d'Alger, symboliquement un mois après le lancement des premières manifestations le 22 février, montrera que que la population algérienne, là-bas comme ici, puisque ces manifestations sont doublées de mobilisations très fortes des diasporas un petit peu partout où elles se trouvent, notamment à Paris, n'entend pas
valider le plan, le subterfuge qui a été proposé par le président Bouteflika. Le président Bouteflika devait théoriquement, selon la Constitution de 1989, qu'il veut réformer une deuxième fois, parce qu'elle avait déjà été réformée en 2016, ne veut pas aller au-delà du 28 avril. Bon. Si le scrutin du 18 avril est abrogé, ça lui laisse 1 an de pouvoir supplémentaire. On risque d'aller vers une situation à la Kabila, si j'ose dire, puisque le président Kabila avait procédé de la même manière. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Le président Bouteflika est simplement en train de jouer la montre, justement, pour se maintenir au pouvoir. Le clan Bouteflika est en train de jouer la montre. Et en l'occurrence, quand vous parlez du RND, en réalité, tout le clan, tout le système est acculé. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la stratégie pour sauver sa peau? Et c'est en cela que certains, voyant une défaite entre guillemets inéluctable, se disent une des façons de s'en sortir, c'est de solidariser de façon à ce que s'il y a retournement de situation, je puisse me replacer. En réalité, ce clan a voulu se maintenir en forçant un 5e mandat. Cela n'a pas marché dans un premier temps, mais à partir du moment où il commence à lâcher du lest, c'est comme une digue. Quand tu as une faille, on n'arrête plus. Et ils sont dans cette situation et ça va être très bientôt le sauve qui peut. Et le sauve qui peut, ça ira dans tous les sens. Alors je compléterai quand même, parce qu'il n'y a pas qu'un clan autour du président Bouteflika, il y en a plusieurs. Vous avez premièrement les militaires, les sécuritocrates autour de la puissante armée, avec le chef d'état-major, Gaïd Salah. D'ailleurs, symboliquement, les images qu'il faut retenir, c'est les images des manifestants dans la rue et l'entretien que le président Bouteflika a accordé à son chef d'état-major, par ailleurs vice-ministre de la Défense. Bouteflika est redevenu ministre de la Défense pour avoir une main sur l'armée. D'ailleurs, l'adage selon lequel l'armée a un pays, c'est une formule qu'avait utilisée Voltaire à propos de la Prusse, s'adapte parfaitement à l'Algérie, et non pas le pays qui a une armée. Et donc, alors, je termine, il y a l'armée, les services de renseignement et les chefs d'entreprise. Le président du patronat algérien, Ali Haddad, il y a quelques jours, a dit que sans doute il fallait tenir compte davantage de la voix qui s'entend dans les rues d'Alger et peut-être moins celle que l'on entend au palais présidentiel. Alors justement, Monsieur Goundia, Monsieur Dupuy vient de parler de l'armée algérienne. Ce mercredi, le chef d'état-major qui a été cité a salué, je cite, les objectifs nobles du peuple algérien. Est-ce qu'on peut considérer cette déclaration comme le fait qu'aujourd'hui l'armée lâche le président Bouteflika? C'est un deuxième signal, c'est pas le premier. Et en l'occurrence, quand vous parlez de plusieurs clans, ça n'est qu'un, avec des volets différents. Tous ces gens-là, que ce soit les militaires, les entreprises, par le patronat, par le chef du patronat, parce que c'est encore autre chose que les entreprises, par le chef du patronat, ou les services secrets, plus le frère du président, tous ces gens-là travaillent ensemble. Et quand je parle de dilettement et de chacun qui cherche à sauver sa peau, le chef de l'armée est dans cette situation. Il a d'abord dit, il s'est d'abord opposé aux manifestants, dans un premier temps, en disant que l'armée était là pour garantir, etc. Il a très rapidement fait volte-face. Une semaine et demie ou 2 semaines après, il a dit qu'il comprenait que l'armée et le peuple avaient les mêmes objectifs. Premier éloignement. Et le deuxième, c'est... Et aujourd'hui, il salue purement et simplement l'action du peuple algérien. Encore une fois, chaque groupe qui défend ses intérêts, et ses intérêts sont liés à la personne de Bouteflika, chaque groupe cherche maintenant, pour le cas où ça se passerait mal, et il y a de fortes chances que ça se passe mal, à sauver sa peau. Et le chef militaire ne peut pas ignorer l'état d'esprit des troupes. Et on a vu sur certaines images des manifestants, en particulier les jeunes, qui fraternisaient avec des militaires. Oui, donc vous avez raison. Je ne suis pas certain qu'il faut sauver Bouteflika. Bouteflika n'est qu'un pion dans le dispositif. Bouteflika n'est que la voix, en tout cas, n'est plus la voix. Puisqu'on ne l'entend plus depuis son AVC, son accident cardiovasculaire en 2013, ce n'est qu'une image. Oui. Mais derrière tout ça, il y a un système. Oui. Et le système, chacun essaye de sauver ce qui est encore sauvable. Maintenant, il y a une nouvelle réalité. C'est que le peuple est prêt à accepter des compromis, mais avec une certitude, plus de Bouteflika, plus des Bouteflika, Saïd et Abdelaziz. Donc ça veut dire que l'armée a parfaitement compris, et son chef d'état-major en particulier, et les services de renseignement aussi. Il faut quand même rappeler que les services de renseignement et l'armée ne poursuivent pas les mêmes objectifs, et ils se font la guerre entre eux. Ça veut dire que là aussi, celui qui obtiendra l'adoubement des citoyens, des manifestants,
aura gagné. Et c'est ça dont il s'agit à l'occasion des manifestations. Celui qui se sortira le moins mal de ce dispositif. Pour l'instant, une grande majorité des manifestants demandent le départ, la fin du système, pas de Bouteflika, la fin du système. Alors, il est évident qu'à un moment donné, par lassitude ou autre chose, il y aura des espèces de compromis. Et ce que les gens jouent, que ce soit l'armée, les services secrets ou le patron des patrons, c'est que ces gens-là sont en train de jouer parce que le patron des patrons, à mon avis, ne contrôle pas ses troupes non plus. Et le chef de l'armée, il a peur de ne plus contrôler ses troupes. Donc le risque est là. Tout ce que ces gens sont en train de jouer, c'est qu'à la fin des fins, il y aura nécessairement un régime transitoire ou pas. Et ils essaient de se positionner par rapport à ce régime. Ah bah justement, au-delà du peuple. Quelle issue, vous voyez à cette crise algérienne? Alors déjà, il y a les propositions qui ont été émises par le gouvernement, à l'occurrence avant le limogeage d'Ahmed Ouyaya et son remplacement par Noureddine Bedoui, par le régime lui-même. Donc le régime a précisé plusieurs choses. Premièrement, que d'ici un an, il y aura, au pire, ou au maximum d'ici un an, il y aura de nouvelles élections. Il y aura une réforme de la Constitution de 89. Et puis il y a la mise en place de ce fameux Conseil national de la transition, avec là aussi quelques interrogations, puisque la personne qui a été choisie et qui a accepté, peut-être contrainte un peu plus que volontairement, Lakhdar Brahimi a quand même comme objectif finalement d'assurer la transition politique. Non seulement la transition constitutionnelle et institutionnelle, mais la transition politique. Alors, le choix de Lakhdar Brahimi me semble parfaitement correspondre à cette dualité que l'on peut trouver dans la société algérienne. Lakhdar Brahimi est de la même génération que le président Bouteflika. Il a été ministre des Affaires étrangères comme Bouteflika. Il a une légitimité internationale forte. Il a été représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Haïti, en Irak, en Afghanistan. Il a été médiateur remplaçant Kofi Annan pour la Syrie. Donc il a une très grande aura internationale. Donc évidemment, la voix que l'on va entendre davantage dans les prochaines semaines, c'est celle de Lakhdar Brahimi. Maintenant, l'issue dont vous parlez. L'issue, elle dépendra de la mobilisation, un petit peu comme les Gilets jaunes, sur la longueur. Est-ce que la 4e mobilisation, la 5e mobilisation, qui correspondra au vendredi suivant ce qu'aurait dû être le processus électoral qui aurait dû commencer le 25 mars. Enfin, la campagne qui aurait dû commencer le 25 mars. Après, la question, c'est qui pour remplacer Bouteflika? Et quels sont les candidats les plus sérieux? Il y en a beaucoup. Je pense que Brahimi a été crédible, y compris au sein des manifestants. Mais le régime vient de le griller. Le régime vient de le griller. C'est-à-dire en lui confiant les responsabilités par rapport à l'après-fausse élection non tenue. Le régime vient de le griller. Ce qui pourrait se passer, de toute façon, vous avez parlé des Gilets jaunes, c'est une très bonne comparaison, mais l'approche de la victoire ou la possibilité ou la probabilité de victoire, ça galvanise. Et c'est ce qui va probablement se passer en Algérie. Ils sentent que les digues sont en train de céder successivement, donc ils savent qu'ils peuvent pousser plus loin encore. Alors la question, pour répondre à votre question, la question c'est de savoir comment va se gérer la transition, parce qu'elle se fera sûrement sans Bouteflika. On en rediscutera d'ici quelques semaines. On en discutera, mais parce que si il ne sacrifie pas Bouteflika, il y aura toujours des manifestants. Ça se fera sûrement sans vouloir. Toute la question, ils ont tenté plusieurs choses. Ils ont tenté le passage en force pour le 5e mandat. Ils tentent le passage en force camouflé. On ne fait pas les élections et on s'engage à faire une réunion, une révision constitutionnelle, etc., sans fixer de date limite d'ailleurs, ce qui est très bien. Et, de toute façon, ça sera sans lui. Il y aura, toute la question c'est de savoir quelle sera la structure de ce régime transitoire. Combien de temps, ça dépend du temps de mise en œuvre, mais ça dépend aussi de la structure qu'on va mettre en place. Et toute la question, c'est de savoir quelle sera la distance entre cette structure et le système actuel. La distance. Est-ce que ce sera une émanation à peine reconvertie, à peine repeinte du système actuel, ou est-ce que ce sera quelque chose qui sera, ce qui est difficile à trouver en Algérie, quelque chose qui est foncièrement opposé, parce que l'autre crainte qu'on aurait pu avoir, c'est l'islamisme. Qui nous rappelle des souvenirs pour les plus anciens. Quelques souvenirs datant d'il y a des années, du début des années. L'autre crainte, c'est ça, sauf que les islamistes ont été mouillés dans le régime, dans le système. Ils sont tous corrompus, ils ont tous profité de ce système-là. Donc, à mon avis, ils n'ont pas
plus d'aura auprès de... Alors je suis plus circonspect que vous sur cette question-là. Premièrement parce que le parti islamiste, le MSP, le mouvement de la Société pour la paix, existe dans l'Assemblée populaire nationale. Ils ont une 60aine de députés. Donc ça veut dire que c'est une force politique structurée. Vous avez raison, Abderrazak Makri a été un allié objectif du FLN et du RND. D'ailleurs, il votait les lois. Et localement aussi, tous les responsables islamiques qui sont dans les localités. Néanmoins, dans les manifestations, on a pu voir, depuis quelques manifestations, pas celle du début, l'émergence d'un islam politique qui, à la manière d'un islam politique marocain, est beaucoup plus souple, beaucoup plus acceptable, contrairement à la situation de 1991, pour l'armée. Ça veut dire qu'il peut y avoir une sorte d'acceptation de cet islamisme sociétal qui ne remplacera pas et qui ne vise pas à chercher le pouvoir, mais qui peut être une force d'appui pour quelqu'un qui pourrait s'appuyer. C'est exactement ce que je vous disais. Pour se présenter aux élections ou pour marquer une alternative. Dès lors que la perte devient probable, chacun cherche à sauver son précaré. Et c'est ce qui est en train de se passer, y compris en faisant des alliances. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la proximité entre le système transitoire, parce que celui-là, il va être déterminant par rapport à la suite. Tout dépend de la distance qu'il y aura entre le système transitoire qu'ils devront mettre, qui seront obligés de mettre en place, et le système et le pouvoir bouteflika. Et d'où peut-être aussi l'incapacité du nouveau Premier ministre à former son gouvernement, puisque jusqu'ici, les propositions faites pour la composition de ce gouvernement ont enregistré beaucoup de refus. Vous seriez allé vous griller dans un régime finissant? Oui, et surtout, c'est délicat comme situation. Et surtout un gouvernement qui n'est pas dirigé par le Premier ministre. Ben oui. Puisque le Premier ministre est flanqué de vice-premiers ministres qui ont plus de pouvoir que lui. Oui, en l'occurrence, Ramtam Lamambra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, que l'on envoie en Italie et à Moscou, et qui est vraiment celui qui ressort de la génération passée. Moi, je crois, peut-être, pour compléter ce que vous avez dit, qu'il y a plusieurs candidats. Il y a ceux qui s'étaient déclarés pour l'élection présidentielle du 28 avril, le général Ali Ghederi, l'ancien Premier ministre Ali Benflis, l'ancien député des forces socialistes de progrès, Bouchicha, il y a Zoubida Azoul, la militante des droits de l'homme, l'ex-avocate et magistrate. Bref, il y a un renouvellement générationnel qui est en train de se produire. Et quand Gaïd Salah et quand Bouteflika, dans son déclaration, dit qu'ils ont entendu ce besoin générationnel, indiscutablement, ceux qui avaient fait l'autorité depuis l'indépendance seront d'une certaine façon balayés, quoi qu'il arrive. Et ce sera le problème des islamistes, parce qu'il ne faut pas oublier que la population algérienne s'est beaucoup rajeunie et que ces gens-là n'ont pas les mêmes souvenirs que les anciens. Alors, ce qui se passe en Algérie dépasse bien évidemment les frontières. On a vu les réactions ici et là. D'ailleurs, les autorités algériennes ont mis en garde contre les ingérences. Monsieur Dupuy, à qui s'adresse ce message? Bon, alors c'est un message factice. Parce que à ma connaissance, il n'y a pas d'ingérence extérieure. Au contraire, il y a un silence de la communauté internationale qui est un petit peu embêté pour répondre ou pour prendre en compte l'événement. On a vu les États-Unis, en tout cas, se positionner du côté des manifestants. En fait, la France ce message est à destination interne. Oui, enfin, interne. Parce que la meilleure façon de galvaniser le nationalisme algérien bien connu, c'est de parler d'ingérence extérieure. C'est une façon de souder les gens. Et je crois que la déclaration du département d'État à laquelle vous faites référence, suivie de la déclaration française, n'a comme objectif que de se couvrir. Oui. Mais ça ne dit pas quelle est la position de la communauté internationale ou la manière dont on peut accompagner ce mouvement. Ce qui, indiscutablement, puisqu'il y aura une transition, aura des effets dans les relations bilatérales. Et de ce point de vue-là, la France risque de nouveau d'être prise au piège pour avoir pas suffisamment dénoncé le régime ou pour ne pas avoir soutenu le mouvement de transition. Mais il n'y a pas de position à prendre à l'extérieur dans la mesure où le risque n'est pas un risque d'explosion. Le risque est relativement limité par rapport à d'autres situations qu'on a pu connaître, que ce soit en Tunisie ou en Libye, etc. Le risque est relativement limité. Donc ce n'est pas la peine de se mouiller. Par ailleurs, même si on faisait une déclaration en faveur des manifestants actuels, ça se retournerait contre le pays qui l'aurait fait. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.